Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du CAPRES du 25 mars. Le webinaire aujourd'hui porte sur le soutien aux étudiants en situation de handicap, mais plus particulièrement sur la collaboration chez les professionnels qui participent à ce soutien et la collaboration aussi pour soutenir les enseignants qui accueillent des étudiants en situation de handicap dans leur classe. Pour les petits éléments techniques avant de commencer le webinaire, vous n'aurez pas accès, les participants n'ont pas accès à la caméra et au micro. Seulement les panélistes ont accès au micro et à la caméra tout au long du webinaire. Cependant, si vous voulez poser des questions, partager des ressources, lancer des conversations, sentez-vous bien à l'aise de le faire dans le clavardage public qui se trouve en bas à gauche de votre écran. C'est aussi à cet endroit que vous trouverez des réponses aux questions. Lorsque vous posez des questions, on peut y répondre par clavardage ou les panélistes vont y répondre aussi à la caméra. Puis, vous pouvez aussi voir le numéro du soutien technique si jamais vous avez quelques soucis techniques pour suivre le webinaire. Donc, voilà pour les petits éléments techniques. Les présentations vous seront envoyées par courriel après le webinaire. Sachez aussi qu'on pourra déposer sur le site web différentes ressources s'il y a lieu, si certaines sont mentionnées pendant le webinaire. Donc, pour présenter un peu le contexte, le CAPRES est une organisation qui s'adresse principalement aux professionnels, aux conseillers, aux intervenants dans les cégeps et dans les universités. On travaille toujours sur les thématiques d'accessibilité, de persévérance et de réussite. Ça nous amène à travailler vraiment sur une panoplie de thématiques tout au long des années. Les étudiants en situation de handicap, il y a eu un grand dossier au CAPRES qui a été fait sur cette thématique-là en 2013-2014. Il y a eu des webinaires qui ont été faits à ce moment-là, mais en collaborant avec le CCSI, on se rendait compte qu'il y avait encore lieu cette année de réamorcer des discussions, de partager aussi de nouvelles pratiques qui étaient innovantes. Donc, les objectifs du CAPRES, c'est de toujours agir à titre de vitrine pour diffuser des connaissances aussi d'interface pour permettre aux gens d'entrer en communication, de mobiliser leurs connaissances à la fois de recherche et de pratique, toujours dans une perspective interordre. Et le CCSI est venu justement collaborer à cet élément d'interface pour pouvoir travailler en réseau, en collaboration, puisqu'on avait des objectifs communs. L'animateur pour aujourd'hui, c'est Alexandre Girard-Lamontagne qui est déjà à son 3e webinaire, donc il commence à être bien expérimenté dans l'animation maintenant. Alexandre est enseignant et professionnel en éducation depuis plus de 7 ans. Il se spécialise dans les difficultés d'apprentissage et d'adaptation chez les jeunes et les adultes. Il est conseiller au service adapté au Centre collégial de soutien à l'intégration dans un rôle de soutien-conseil pour les établissements de l'Est de la province, ce qu'on dit en plus court le CCSI. Il a aussi co-organisé avec moi les différents webinaires qui ont porté sur les étudiants en situation de handicap cette année. Donc, Alexandre, je te laisse la parole pour la suite du webinaire. Merci beaucoup, Lucie. C'est toujours un plaisir d'animer ces webinaires. C'est un plaisir d'animer ce 3e webinaire organisé par le CAPRES et le CCSI qui se nomme « Soutenir les enseignants, le rôle des services aux étudiants en situation de handicap ». L'ensemble de ces webinaires ont eu l'objectif de traiter d'enjeux dans les organisations qui concernent l'inclusion et l'intégration des étudiants en situation de handicap. Donc, on va toujours parler avec un angle qui considère le rôle des services adaptés, mais aussi la variété des services, tous les acteurs qui contribuent directement ou indirectement au soutien des étudiants en situation de handicap.
Ça fait aussi un lien avec le rôle de notre organisation qui est d'harmoniser les pratiques autour du soutien aux étudiants en situation de handicap, particulièrement dans le rôle du réseautage, là, de permettre aux établissements de discuter entre eux, d'avoir un aperçu de ce qui est fait organisationnellement parlant dans les établissements de la province. Donc, au CCSI, on est souvent mis à contribution dans des situations complexes entourant les accommodements puis les services à mettre en place pour un étudiant qui présente des besoins particuliers. Puis, un des facteurs, souvent, quand on discute avec les établissements, un des facteurs de réussite les plus importants de l'inclusion, de l'intégration de ces étudiants-là, c'est d'emmener de la cohérence dans les interventions. Donc, cohérence dans les interventions, on parle autant aux services adaptés qu'en classe, que hors classe, à différents endroits dans l'établissement, là, selon les besoins ou selon les situations dans lesquelles se retrouvera l'étudiant en situation de handicap. Euh, pour ce faire, ben, c'est souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va encourager nos collègues dans les services adaptés. On sait que dans le milieu universitaire, c'est les services aux étudiants en situation de handicap, à collaborer avec les différents services là, pour pouvoir soutenir l'étudiant, mais pour pouvoir soutenir aussi les différents acteurs pour que tous puissent jouer un rôle dans l'encadrement. Ce qu'on se rend compte de plus en plus, puis c'est une des raisons pour laquelle on voulait organiser cette thématique-là dans le cadre des webinaires du CCSI et du CAPRES, c'est que les rôles ne sont pas toujours clairs là, selon les établissements entre qui va soutenir directement l'étudiant versus qui va soutenir l'enseignant. Est-ce que je soutiens les deux? Comment emmener ce rôle d'accompagnement-là dans mon établissement selon les différentes situations qui se présentent, comment je mets à contribution les enseignants dans la recherche de solutions, de services, comment je mets à contribution le conseiller pédagogique aussi. Donc, toutes ces questions-là souvent ressortent des discussions qu'on a avec les intervenants parce qu'on en vient à déterminer qu'effectivement, il faut être une équipe pour résoudre la situation, sauf que ben, comment on devient une équipe si on n'est pas exactement sûr de quel rôle on va y jouer. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on voulait aller chercher des duos. Donc, aujourd'hui, on était supposé avoir deux duos, conseiller pédagogique et conseiller aux étudiants en situation de handicap pour le milieu universitaire et conseiller en service adapté pour le milieu collégial. Les enseignants, on pense aussi que dans la même optique, les enseignants, ils doivent être bien au fait de comment les divers acteurs autour d'eux peuvent jouer un rôle d'accompagnement. Donc, s'ils ont besoin d'avoir du rôle conseil par rapport aux pratiques inclusives en classe, par rapport à la réponse à donner en termes de soutien aux besoins particuliers en classe, quand les besoins sont beaucoup plus spécifiques, la gestion des comportements difficiles, l'observation, la détection des étudiants qui présentent des difficultés marquées. Donc, un enseignant qui se retrouve avec des enjeux dans sa classe, qui se retrouve avec un questionnement, à qui est-ce qu'il s'adresse en premier lieu? Donc, il peut aller chercher des outils à quel endroit? Est-ce qu'il peut mobiliser plus qu'une personne aussi autour d'un même problème? Donc, autant pour les intervenants, les acteurs qui sont appelés à accompagner que les enseignants eux-mêmes quand ils ont besoin de soutien conseil, comment on communique de la manière avec laquelle on va donner les services d'accompagnement et de soutien conseil. Donc, tous ces enjeux-là. Dans certains cas qu'on a pu collaborer à des situations complexes, on en venait à traiter de certains cas d'étudiants qui présentaient plusieurs difficultés à la fois, qui faisaient les étudiants faisaient en sorte que les situations devenaient complexes à plusieurs niveaux. Donc, un étudiant qui présente, par exemple, beaucoup de difficultés marquées en classe, que les manifestations sont intenses aussi, puis qui font que ça devient perturbant pour le climat en classe, pour le climat dans l'établissement, qui se retrouve à la fois aussi dans un environnement pédagogique qui amène beaucoup de contraintes puis qui fait en sorte que la situation s'exacerbe. Un étudiant qui a beaucoup de potentiel, mais qui a vraiment besoin d'un cadre très cohérent, autant en classe qu'hors classe. Il se rabat en plus sur les services adaptés quand il veut avoir une réponse à ses besoins, quand il veut faire défendre ses droits. Donc, comment est-ce qu'on va chercher l'ensemble des acteurs pour voir, bon, ben, on met des mesures en classe, on met des mesures hors classe. Comment on fait en sorte aussi que cet étudiant-là, on le garde le plus longtemps possible en classe en mettant des pratiques inclusives, par exemple.
Donc, tous ces questionnements-là ont fait en sorte qu'on voulait assurer, on voulait exploiter cette thématique-là dans le cadre d'un webinaire, puis discuter des différents rôles, puis des situations qui peuvent se présenter. Dans le même ordre d'idée, les participants d'aujourd'hui qui participent au webinaire ont posé des questions de l'ordre de quelles sont les manières d'assurer la cohérence entre les services adaptés et ce qui se passe en classe, donc dans les interventions qui sont proposées, mais aussi dans les pratiques inclusives ou les pratiques pédagogiques de soutien qui vont être mises en place, spécialement dans le contexte où la population des étudiants en situation de handicap elle augmente constamment, qu'il y a aussi, d'un autre côté, une présence de plus en plus marquée des pratiques inclusives. Donc, comment on assure cette cohérence-là? Comment faire en sorte que le soutien par les services adaptés soit vu comme une aide et non comme une surcharge de travail pour les enseignants. Donc, la mise en place on parle notamment, les participants parlent notamment de la mise en place de mesures d'aménagement ou d'accommodement d'exception, comme les aides mémoire, l'enregistrement de cours. Autre question, qu'est-ce qu'on doit faire ou dire ou surtout ne pas faire ou ne pas dire dans l'accompagnement des enseignants là, quand vient le temps de soutenir les étudiants en situation de handicap? Bon, les participants font notamment mention du fait qu'on ne communique plus nécessairement le diagnostic, qu'on communique seulement les accommodements, mais qu'on doit des fois fournir des informations supplémentaires pour emmener l'enseignant à adopter des pratiques de soutien. Les participants s'interrogent dans une grande proportion aussi au modèle de collaboration entre le conseiller pédagogique et le conseiller aux étudiants en situation de handicap. Puis c'est notamment un des aspects qu'on va traiter, là, entre autres par la présentation de Cynthia et Marthe, qui vont aborder là, à partir de leur propre rôle la collaboration qu'ils ont mis en place. Donc, comme je disais précédemment, c'est dans cet esprit-là qu'on est allé chercher des duos entre les conseillers pédagogiques et les conseillers en services adaptés. Malheureusement, un des duos est représenté à 50%, là, donc celui de Marie-Christine Dion, qui va nous faire part d'un projet qu'elle a mis en place là, dans son université avec une conseillère aux étudiants en situation de handicap. Donc voilà. Pour vous faire un petit topo de la présentation, là, dans un premier temps, Marie-Christine Dion va nous présenter les résultats de recherche euh, qu'elle a fait là, dans ses études antérieures euh, par rapport aux besoins des enseignants qui accompagnent des étudiants en situation de handicap. Puis par la suite, Marthe et Cynthia vont poursuivre dans leur présentation là, de leur modèle de collaboration. Donc, pour vous faire une petite présentation des panélistes, Marie-Christine Dion en premier lieu. Après avoir travaillé plus de 13 ans comme enseignante orthopédagogue auprès de jeunes du secondaire, Madame Dion a fait le saut au niveau post-secondaire en occupant en alternance les fonctions de conseillère responsable des services adaptés et de conseillère pédagogique au Cégep de Jonquière pendant 8 ans. Depuis le début de 2018, elle occupe un poste de conseillère en pédagogie inclusive en soutien aux enseignants à l'UQAC, tout en continuant d'être responsable de charges de cours au module d'adaptation scolaire et sociale, ainsi que du volet accompagnement pédagogique de la formation à distance. Elle possède un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, un certificat en intervention éducative et une maîtrise en éducation. Pour ce qui est de Madame Giguère, donc Marthe Giguère est conseillère pédagogique au Cégep Garneau. Formée en philosophie, elle a enseigné cette discipline de 2006 à 2015 au Cégep Beauce-Appalaches. Pendant cette période, de août 2012 à janvier 2014, elle a aussi assumé la rédaction en chef de la revue Pédagogie collégiale, publiée par l'Association québécoise de pédagogie collégiale. En début de carrière, Madame Giguère a travaillé une quinzaine d'années en communication. Et notre troisième panéliste, en duo avec Marthe, Cynthia Drouin est conseillère en services adaptés au Cégep Garneau depuis mai 2017. Elle a travaillé aussi comme technicienne en éducation spécialisée de 2014 à 2017 au même Cégep. Possède un DEC en éducation spécialisée, un certificat en toxicomanie depuis 2012. Elle détient son baccalauréat en psychoéducation. En début de carrière, Cynthia Drouin a travaillé dans une commission scolaire avec les élèves ayant des besoins particuliers. Donc, on va commencer avec la présentation de Marie-Christine Dion par rapport à ses résultats de recherche. Puis, Marie-Christine va enchaîner immédiatement avec le modèle de collaboration dans son milieu pour faire place ensuite à Marthe et Cynthia qui nous parleront à leur tour de leur modèle. Donc, Marie-Christine, la parole est à toi. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Tout est Oui, beau? on t'entend bien. Donc, Oui. merci
beaucoup. Donc, si j'ai compris, j'en vaux 2 aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de la place de 2 personnes pour l'Université du Québec à Chicoutimi. Avait un empêchement aujourd'hui, mais je vais vous parler du projet de collaboration, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, qu'on fait présentement avec une équipe d'enseignants ici à l'UQAC. En premier lieu, je vais vous présenter tout d'abord les résultats de ma maîtrise qui a eu lieu de 2010 à 2013. Mes résultats que vous allez voir, qui je crois sont encore très actuels en 2019 dans le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'accompagnement des enseignants par rapport aux étudiants en situation de handicap. Donc, ma maîtrise portait sur les représentations sociales des enseignants de niveau postsecondaire de ma région, donc de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, maîtrise qui a eu lieu, comme je vous ai dit, de 2010 à 2013 et qui visait principalement à répondre un peu à la problématique que tout le monde connaît. Donc, en 2010, on avait quand même déjà une augmentation assez importante d'étudiants en situation de handicap, mais on avait, comme on peut le voir sur la présentation, très peu de données qui nous permettaient d'avoir un portrait exhaustif de comment les enseignants, les professeurs, les enseignants de niveau collégial et universitaire vivaient la présence des étudiants en situation de handicap, donc quels étaient leurs sentiments, leurs comportements quant au soutien et à l'encadrement qu'ils devaient apporter à cette clientèle. Dans le cadre de ma maîtrise, j'ai pris au niveau des étudiants en situation de handicap, seulement les étudiants qui avaient des troubles d'apprentissage, ceux avec des troubles de santé mentale, les étudiants qui avaient des déficits d'attention avec ou sans hyperactivité, mais je n'ai pas tenu compte des étudiants au niveau de la clientèle avec un TED à ce moment-là parce qu'il y en avait très peu dans les établissements qui ont participé à ma recherche. Donc, c'est vraiment les étudiants avec des troubles d'apprentissage et ceux avec des déficits d'attention. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait ma recherche de 2010 à 2013 dans 4 des 5 établissements postsecondaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont 3 cégeps et la seule université de la région, l'Université du Québec. Et j'ai fait 2 phases de collecte de données. Vous comprendrez que c'est une maîtrise que j'ai faite toute seule. Je pense que j'ai quand même un très bon échantillonnage. J'ai eu 88 répondants qui ont répondu à la première phase de collecte de données, qui est un questionnaire électronique. Donc, 53 femmes et 35 hommes. Et c'est important parce que plus tard dans les résultats, vous allez voir pourquoi j'insiste sur le fait qu'ici, on a peut-être moins d'hommes qui ont répondu. Et on a eu 10 participants aux entretiens, dont, encore une fois, 8 femmes et 2 hommes. Par la suite, en décembre 2013, j'ai fait mon premier livre à vie de 253 pages, dont je vous livre quelques résultats ici aujourd'hui. Je vais vous présenter aujourd'hui seulement des résultats en lien avec 2 des 4 objectifs spécifiques de ma recherche, c'est-à-dire identifier les représentations sociales du personnel enseignant de niveau postsecondaire quant au soutien et à l'encadrement de la clientèle émergente. Et je vais vous présenter aussi un bref tableau des facilitateurs et obstacles qui, je le crois, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de vos milieux, de vos réseaux et dans les présentations, la présentation de Cynthia et Marc tout à l'heure, probablement qu'il va être possible de faire des liens entre les facilitateurs et les obstacles que je vais vous présenter brièvement aujourd'hui. Vous voyez ici, c'est le modèle un peu, je vous parlais de représentation sociale pour ceux et celles qui ont déjà lu un peu sur le sujet, ça peut devenir complexe. Donc, moi, j'ai utilisé le modèle de la représentation sociale de John Abrick, qui nous dit au départ que la représentation sociale, elle est constituée d'un noyau central autour duquel s'articulent différents éléments périphériques. Et moi, au départ, la question que je m'étais posée, juste pour vous resituer, j'étais à ce moment-là responsable des services adaptés au Cégep de Jonquière. Donc, j'avais déjà beaucoup de contacts avec les enseignants. J'entendais beaucoup de choses sur comment ils vivaient. Donc, j'ai voulu aller vérifier certains éléments. Donc, autour, je voulais aller voir si le sexe des répondants, le département dans lequel ils étaient, l'expérience qu'ils avaient eue auprès de la clientèle émergente, la formation qu'ils avaient reçue et l'ancienneté professionnelle pouvaient venir influencer un peu leur représentation sociale. Et vous verrez ici au centre que le noyau, il est vide parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas quel était le noyau central de ma représentation sociale. Vous allez voir que je pense que vous avez déjà une petite idée qu'est-ce que ça va devenir, mais ça nous permet peut-être de confirmer peut-être déjà les actions que l'on fait pour accompagner nos enseignants. Et ici, moi, j'avais au départ établi 2 seules catégories. Donc, je voulais voir est-ce que la présence des étudiants de la clientèle émergente aux études postsecondaires, c'était ça qui venait influencer un peu ma représentation sociale et le soutien que les enseignants devaient apporter. Et autour, vous pouvez voir qu'il y a les attitudes, les croyances et les perceptions. Donc, tous les résultats que j'ai obtenus, autant au niveau qualitatif que quantitatif, ont été catégorisés selon la sphère cognitive, donc la connaissance que les enseignants avaient par rapport aux différents troubles,
la sphère affective, donc comment ils se sentaient par rapport à ces étudiants-là et comment ils agissaient, c'est-à-dire la sphère comportementale. Donc, vous voyez, au départ, je vous disais que j'avais deux éléments qui constituaient un peu ma représentation sociale. Ce que vous voyez en vert, ce sont des catégories qui se sont ajoutées au fur et à mesure, et ce sont ces 5 catégories-là que je vais vous présenter brièvement ce matin. Si on y va avec la première catégorie, donc la présence de la clientèle émergente aux études postsecondaires, on voit déjà en 2013 que nos enseignants, donc des cégeps et de l'université, avaient quand même une bonne connaissance de 2 des 3 troubles. Vous ne serez pas surpris de voir que les 2 troubles qu'ils connaissaient le plus, c'était les étudiants qui avaient des troubles d'apprentissage, donc dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Dyscalculie un peu moins, mais c'était quand même déjà connu. Et c'était à ce moment-là déjà les étudiants avec des troubles de santé mentale où là, les enseignants se sentaient beaucoup moins à l'aise de travailler. Au niveau de la sphère affective, comme je viens de le dire, donc les enseignants mentionnaient, donc rapportaient vraiment avoir un sentiment d'inconfort particulier par rapport à ces étudiants-là. Et inconfort particulier, pas par rapport à l'étudiant, mais par rapport aux manifestations que ça pouvait amener en classe et qu'est-ce que l'enseignant devait faire pour accompagner ces étudiants-là. Au niveau de la sphère comportementale, je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de voir qu'il y avait eu moins de répondants hommes que de femmes. Bien, ici, ça, c'est vraiment un résultat qui a ressorti beaucoup au niveau de ma recherche. C'est que les hommes réagissent différemment que des femmes lorsqu'ils veulent en savoir plus sur un diagnostic et lorsqu'ils vivent des situations difficiles. Donc, moi, comme responsable des services adaptés à ce moment-là, ça m'a questionné en me disant, mais maintenant, comment je vais faire pour aller chercher mes hommes? C'est-à-dire que ce que je fais présentement comme moyen de sensibilisation ou comme moyen d'accompagnement, bien, les hommes se sentent peut-être pas concernés ou peut-être j'utilise pas le bon moyen. Et je vais aller voir maintenant comment ils font pour avoir de l'information sur les diagnostics. Et je vous dirais d'emblée que souvent, les hommes ont plus tendance à consulter leurs collègues, donc à parler entre eux, que de venir rechercher les ressources spécialisées au niveau de l'établissement. Et c'est la même chose ici à l'université aussi. Donc ça, c'est intéressant à noter au niveau de l'accompagnement. Au niveau de la deuxième catégorie, donc la place de la clientèle émergente aux études postsecondaires, ben, on voit ici que ce qui inquiète le plus les enseignants, ça vous en serez pas surpris non plus, c'est l'importance de l'atteinte des compétences par rapport justement à la mise en place des accommodements. Donc, lorsque je mets en place un accommodement, est-ce que je vais être capable de mesurer la compétence qui doit être atteinte à ce niveau-là? Donc, je pense qu'il y a encore un travail à faire de sensibilisation et d'accompagnement des enseignants pour comprendre aussi des fois à quoi sert l'accommodement qui est mis en place. Et vous ne serez pas non plus surpris de voir que les enseignants à ce moment-là trouvaient que c'était plus difficile en stage, donc le fait de non divulguer le diagnostic pour certains étudiants. Donc, je pense que Mme Marthe fait oui de la tête. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Et il y avait des enseignants aussi qui disaient douter de la chance de placement de certains étudiants et surtout dans ceux qui étaient dans des programmes en lien avec les relations humaines. Donc, dans certains cégeps, on parle ici en technique d'éducation à l'enfance, en éducation spécialisée, en travail social. Donc, des fois, les enseignants se questionnaient sur les chances de placement d'étudiants en situation de handicap faisant partie de la clientèle émergente en fonction des manifestations en lien avec leur diagnostic. Pour ce qui est de la troisième catégorie, donc les rôles et responsabilités du personnel enseignant, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que les enseignants rapportaient que c'était effectivement dans leur rôle de soutenir et d'encadrer la clientèle émergente, mais 70 disaient qu'ils trouvaient difficile de le faire. Donc là, ici, ça peut nous apporter peut-être une petite piste pour comment accompagner nos enseignants. Donc, comment on peut justement leur faire comprendre quels sont leurs rôles et où s'arrête leur rôle d'accompagnement et de soutien en lien avec justement tous les services qui sont offerts à l'intérieur de nos établissements postsecondaires, donc le lien avec le service aux étudiants. Donc, c'était quand même une préoccupation importante pour la plupart des enseignants. On voit aussi que c'était pour les enseignants des programmes préuniversitaires, des techniques humaines en lien avec la santé, que c'était plus difficile pour eux de définir leur rôle et leurs responsabilités. Et ce qu'on a établi pour expliquer un peu ce sentiment-là, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'étudiants en situation de handicap
donc de clientèle émergente dans les programmes justement en lien avec l'humain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les enseignants avaient plus de difficultés à se positionner par rapport à leur rôle, étant eux-mêmes des aidants ou des accompagnants naturels dans ces différents programmes-là. Donc, c'était difficile pour eux de savoir où s'arrêtait leur rôle d'enseignant par rapport à leur rôle de travailleur social ou d'éducateur spécialisé à la base. Ici, un autre résultat que je trouve intéressant, c'est que 45 des participants disaient qu'ils participaient aux rencontres d'information, seulement 45 et de ce nombre-là, il y avait 70 de femmes. Donc, si on fait un lien avec le résultat tout à l'heure, on voyait que les hommes utilisaient moins les services spécialisés pour venir chercher de l'information. Bon, on voit encore une fois que les hommes participent moins aux rencontres d'information et que ce nombre-là, moi, 45 comme responsable des services adaptés à ce moment-là, je me disais, OK, nous, on organise des formations, mais on n'est pas capable d'aller chercher nos enseignants qui sont le plus concernés par les formations. Donc, on s'est questionné beaucoup sur la formule des formations, de l'accompagnement qu'on offrait à nos enseignants pour essayer de l'adapter le plus possible et aller chercher, d'essayer d'aller chercher le plus d'enseignants à ce moment-là. Les situations où il était difficile pour les répondants à ce moment-là de définir leur rôle, c'était beaucoup dans le choix des accommodements et surtout dans l'adaptation de leur méthode d'enseignement, du matériel pédagogique et au niveau des évaluations. On n'oublie pas que ma recherche date de 6 ans. Il y a déjà il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, on ose imaginer qu'avec justement l'avènement, l'utilisation de plus en plus de stratégies pédagogiques inclusives, bon, on a été en mesure de diminuer un peu ce sentiment-là par rapport où il était difficile pour les enseignants de définir leur rôle, mais probablement qu'il reste encore un petit peu de travail à accomplir, bien évidemment. Au niveau d'une autre catégorie, donc au niveau des accommodements, la plupart des enseignants considéraient que les accommodements répondaient vraiment à des besoins pour la clientèle émergente, mais ici, ce qui est important de noter, c'est que c'était beaucoup au niveau de la gestion du temps, au niveau de la gestion des copies d'examen. Donc, les enseignants mentionnaient que ça leur demandait beaucoup plus de temps, donc ça venait un peu alourdir la tâche qu'ils avaient à faire au quotidien. Au niveau des actions posées concrètement par le personnel enseignant pour soutenir et encadrer la clientèle émergente, ici, je vous en ai mis une toute petite liste. Je pense que c'est quand même les actions qui sont généralement faites par les enseignants. Donc, faire de l'écoute active, porter plus attention aux besoins des étudiants de la clientèle émergente, fournir des notes de cours à l'avance, gérer le temps supplémentaire pour les examens, accorder plus de temps pour la remise de travail, des fois qui peut être en lien avec un accommodement, corriger des fois les copies en différé, concevoir des exercices supplémentaires pour aider l'étudiant à atteindre les compétences ou acquérir les connaissances, reporter parfois un examen pour un étudiant, par exemple, qui aura un déficit d'attention puis qui a 2 examens dans la même journée, ça serait trop difficile. Mais encore là, vous verrez que ce qui est ici en vert dans le bas de la présentation, c'est toujours en lien avec le facteur temps. Donc, temps, on voit qu'on s'en va vers peut-être quelque chose d'assez commun ici. Au niveau des facilitateurs et des obstacles, donc là, vous avez seulement une image tirée de ma maîtrise. Donc, à l'intérieur de ma maîtrise, j'ai fait une recension de tous les facilitateurs et obstacles dans les recherches qui étaient disponibles à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait aider justement l'encadrement ou le soutien de la part des enseignants par rapport à la clientèle émergente? Donc, il y avait quand même plusieurs éléments facilitateurs. Et ce qui est en gris ici, c'est ce qui est ressorti uniquement dans ma recherche, c'est-à-dire que le fait d'avoir une bonne relation avec les différents intervenants des services spécialisés facilitait justement le travail des enseignants par rapport à l'encadrement de la clientèle émergente. Le fait que l'étudiant se prenne en main et qu'il soit responsable et autonome par rapport au choix des accommodements, par rapport, par exemple, à aller porter sa lettre si c'est lui qui doit aller porter sa lettre. Donc, ça, les enseignants mentionnaient que c'est un facilitateur. Et la présence d'une aide pédagogique à l'apprentissage. Donc, si je dois vous mentionner que nous, au Cégep de Jonquière, on a la chance d'avoir maintenant 2 aides pédagogiques à l'apprentissage qui sont des personnes qui travaillent avant que les étudiants reçoivent un diagnostic. Donc, ce sont 2 personnes qui travaillent avec les étudiants avec des difficultés d'apprentissage. Donc, le fait qu'on puisse avoir ces professionnels-là en parallèle des services adaptés fait en sorte qu'on peut dépister plus rapidement, plus facilement les étudiants et mettre en place des mesures
adaptées à leurs besoins, et ça sans nécessairement que les étudiants aient reçu leur diagnostic. Donc ça, c'est vraiment un facilitateur, mais qui était unique au Cégep de Jonquière à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres petits de cette belle formule, je l'espère, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était facilitateur dans notre cas. Et au niveau des éléments qui faisaient obstacle, les enseignants ont beaucoup mentionné le fait que les étudiants qui refusaient d'entrer en relation avec l'enseignant, c'est-à-dire l'étudiant qui ne va jamais voir l'enseignant en cas de besoin, donc qui reste isolé. Donc ça, les enseignants trouvaient que c'était difficile. Et l'étudiant qui est peu impliqué dans ses études et moins responsable, donc qui vient un peu contrebalancer le facilitateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si je reviens avec ma figure de départ ici, donc vous voyez qu'il y a des couleurs qui se sont ajoutées. Donc, au centre de ma représentation sociale, je pense que vous l'avez vu se dessiner dans les résultats que je vous ai présentés quand même assez rapidement, mais je vous dirais que le cœur de la représentation sociale, c'était possible d'identifier qu'il fallait que ça soit, le soutien et l'encadrement devaient être en lien avec les principes d'équité et de justice. Et autour, toujours, tout ce qui touche en lien au temps que ça demande à l'enseignant d'accommoder, d'accompagner et d'encadrer les étudiants. Donc, c'était quand même une grande, grande préoccupation qui va venir influencer, donc, autant la sphère cognitive, affective et comportementale dont je vous ai parlé au départ. Vous verrez aussi que dans les 5 facteurs socio-professionnels, seulement 2 se sont avérés avoir une influence sur la représentation sociale au regard de mes résultats. Donc, il y a seulement le sexe des répondants, on l'a vu avec les hommes entre autres, dans certains comportements, et le département des répondants qui vient influencer vraiment la représentation sociale et les éléments périphériques qui l'entourent. Ça s'ajoute aussi à la figure piste de solution et prospective de développement. Donc, au regard des 2 objectifs que je viens de vous présenter ce matin, donc, j'ai relevé les pistes de solutions et de prospectives de développement que j'avais identifiées déjà en 2013 et vous verrez que c'est toujours actuel en 2019. Donc, à ce moment-là, je recommandais l'application de certains principes de l'accessibilité universelle qu'on appelle maintenant de plus en plus pédagogie inclusive. Donc, c'est ce que j'ai tenté de mettre en place au Cégep de Jonquière et ce qu'on fait à l'UQAC et c'est probablement ce que Marthe et Cynthia font aussi dans leur milieu. À ce moment-là, je recommandais des formations sur les troubles de santé mentale, oui, pour le personnel des services spécialisés qui, lui aussi, se disait moins bien outillé par rapport à cette clientèle-là, mais aussi une formation sur les troubles de santé mentale pour les enseignants, non pas pour en faire des spécialistes, mais pour qu'ils puissent se sentir plus à l'aise. On se souvient tout à l'heure, ils se sentaient mal à l'aise ou moins confortables par rapport à l'accompagnement des étudiants avec des troubles de santé mentale, donc pour qu'ils se sentent plus à l'aise, plus confortables. L'accompagnement pour définir les rôles et les responsabilités du personnel quant au soutien et à l'encadrement de la clientèle émergente. Donc, on l'a vu, c'est difficile pour eux des fois de délimiter un peu quels sont leurs rôles, qu'est-ce qui leur appartient ou pas. Donc, d'accompagner, de bien définir avec les enseignants où se termine leur tâche à eux et où commence celle des services spécialisés. On recommandait aussi à ce moment-là la bonification et la diversification de l'offre de formation. Par rapport surtout au faible taux de participation, comme on l'a vu dans les établissements qui ont participé à ma recherche, et la sensibilisation des étudiants quant à la divulgation de leur diagnostic en contexte de stage lorsque c'était possible et facilitant surtout pour la réussite et le développement des compétences des étudiants correctement. C'est ce qui termine donc les résultats de présentation de ma maîtrise. Comme je vous disais, si vous désirez en savoir plus, vous pouvez avoir 253 pages de plaisir. Le lien se trouve à la fin de ma présentation et peut-être que Lucie ou Alexandre pourront le déposer sur le site aussi. Ce qui m'amène à vous parler brièvement de nous ici, qu'est-ce qu'on fait concrètement à l'UQAC. Alexandre a parlé tout à l'heure de ma collègue F. Simard, qui est responsable du service de soutien et d'accueil des étudiants en situation de handicap. Ce terme-là, je vous dis qu'ils ont trouvé un beau terme pour nous aider à le dire. Je vous présente le projet d'accompagnement d'enseignants en kinésiologie. Au printemps 2017, ici à l'université, on a tenu un colloque sur les étudiants en situation de handicap. On a eu plus d'une 50aine de participants.
Donc, ce qui est quand même une belle réussite. Et de ce colloque-là est sorti plein d'idées d'accompagnement ou de projets pour justement mieux soutenir les enseignants. Et le projet que je vous présente aujourd'hui brièvement fait en sorte qu'on a identifié, Ève et moi, un programme dans lequel il y avait beaucoup d'étudiants en situation de handicap et pour lequel Ève travaillait beaucoup en collaboration déjà avec les enseignants. Puis, on s'est dit, ben, comment on pourrait justement faire en sorte que les accommodements qui sont accordés de façon individuelle aux étudiants en situation de handicap ben, puissent devenir plus des pratiques inclusives pour tous nos étudiants dans le programme de kinésiologie. Donc, on a rencontré, malheureusement, c'est très embryonnaire comme projet encore, parce que je vous dirais, je vais devancer un peu ma présentation, que le fait de rencontrer des enseignants en cours de session devient difficile de par leur horaire qui est chargé. Marthe et Cynthia vont avoir une autre formule à vous proposer quand c'est possible, mais dans notre cas à nous, les enseignants n'étaient pas libérés, devaient faire ça sur leur temps libre entre les charges de cours et toutes leurs autres obligations. Donc, ça a été difficile pour nous. Donc, ça, c'est déjà un obstacle un peu au projet, puis qu'on va essayer de peut-être modifier pour les prochaines sessions. Donc, les objectifs du projet, on avait la responsable du programme et 3 autres chargés de cours ou professeurs. Donc, on avait 3 objectifs principaux qui étaient d'éviter que les étudiants se retrouvent en situation de handicap en classe. C'était aussi d'accompagner différemment les enseignants quant aux nouvelles réalités de l'enseignement. Donc, on parle d'étudiants en situation de handicap aujourd'hui, mais nous, ici, à l'UQAC, on parle beaucoup plus d'étudiants avec des besoins particuliers dans lesquels les étudiants en situation de handicap sont inclus parce qu'on sait qu'avec la nouvelle réalité étudiante, nos étudiants internationaux, nos étudiants nouvelle génération, donc on a beaucoup plus que nos étudiants en situation de handicap à tenir compte. Et on avait aussi l'intention de répondre aux besoins d'un plus grand nombre, comme je viens de vous dire. On avait 4 objectifs principaux qui étaient d'identifier les principaux défis rencontrés par les professeurs et les chargés de cours quant à la prise en charge d'une diversité d'étudiants avec des besoins particuliers. On voulait aussi essayer de comprendre avec eux la fonction des accommodements individuels par rapport aux étudiants en situation de handicap qui étaient inscrits en kinésiologie. Évaluer l'impact de la mise en place de ces accommodements et expérimenter, vous comprendrez, des stratégies pédagogiques d'accompagnement inclusives pour favoriser la réussite d'un plus grand nombre. À venir jusqu'à maintenant, on a eu une seule rencontre, comme je vous disais. Ce qui a déjà ressorti, il y a quand même beaucoup de choses qui ont ressorti de cette rencontre. C'était entre autres le caractère confidentiel des informations au sujet des étudiants en situation de handicap. C'était mentionné dans ma maîtrise aussi. Donc, en 2019, c'est encore une préoccupation des enseignants. La méconnaissance ou la sous-utilisation des ressources de l'établissement, on parle aujourd'hui d'accompagnement des enseignants, donc comment on peut les accompagner. Mais on se rend compte quand même que les services spécialisés de l'UQAC sont encore peut-être méconnus ou sous-utilisés de la part des enseignants qui en prennent peut-être trop sur leurs épaules. Justement, on parlait tout à l'heure de partage de responsabilités. Et relever aussi et ressorti de cette première rencontre aussi tout ce qui est en lien avec le métier d'étudiant. Donc, on se rend compte que nos étudiants en situation de handicap, autant que nos étudiants à besoins particuliers, peut-être n'ont pas encore nécessairement, maîtrisent pas nécessairement toujours tout ce qui est en lien avec le métier d'étudiant, la planification, l'organisation, la prise de notes. On s'est rendu compte toutefois, puis ça, on est vraiment agréablement contente, c'est que la formation qui est offerte présentement à l'UQAC et l'accompagnement offert par le service aux étudiants en situation de handicap amené déjà des changements de pratique qui sont très, très positifs chez les enseignants que nous avons rencontrés. Donc, on voit déjà que ce qu'on fait comme accompagnement porte fruit au niveau des changements de pratique beaucoup plus inclusifs qu'il y a juste quelques sessions. On se rend compte aussi en kinésiologie, on a une clinique en kinésiologie, donc c'est sûr que l'accompagnement des étudiants en situation de handicap n'est pas la même qu'on soit en contexte de classe, de clinique ou de stage. Donc ça, c'est une interrogation de la part de nos enseignants. Il y a une réelle sensibilité de l'équipe et comme je vous disais tout à l'heure, c'est difficile de trouver des moments communs en cours de trimestre pour tenir les rencontres et pour accompagner. Et est-ce qu'il me reste un petit 2 minutes, Alexandre? OK. Je vais peut-être juste vous parler rapidement de d'autres projets qui sont en cours présentement à l'UQAC. Donc, il y a un projet qui s'appelle
soutenir la mise en place de pratiques inclusives en contexte universitaire pour les professeurs, les chargés de cours, les directions qui travaillent auprès des étudiants en situation de handicap. Donc, c'est un projet qui est présentement en cours ici à l'université et qui va être présenté justement dans le cadre de l'ITA cette semaine. Projet qui est sous la direction de Mme Manon Doucet, Carole Côté et Sandra Coulombe et Marie-Pierre Baron. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est qu'à l'automne dernier, elles ont tenu des séances de co-développement avec des chargés de cours, des enseignants et des directions de programme, co-développement où on échangeait de situations en lien avec les étudiants en situation de handicap. Et là, présentement, à l'ITA va être présenté le cas d'un étudiant, donc une situation qui a été relevée. Donc, j'ai participé activement à ces co-développements-là, duquel est ressorti énormément de choses positives, autant pour l'établissement que pour les enseignants. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours. Au niveau du calendrier de formation, Alexandre l'a dit tout à l'heure, je suis aussi conseillère pédagogique ici. À la session actuelle, donc de février jusqu'à juin, je vais avoir offert plus de 10 ateliers ou formations sur la pratique inclusive, autant en évaluation, en encadrement, au niveau de la rétroaction, au niveau du design pédagogique. Donc, on a quand même beaucoup de formations pour l'accompagnement des enseignants ici à l'université. Et il y a aussi présentement un modèle d'accompagnement des étudiants du baccalauréat en travail social. Ça, c'est ma collègue Eve Simard qui travaille sur le projet. Donc, sur l'accompagnement en stage d'étudiants du bac en travail social, ils sont présentement en phase d'expérimentation. Donc, peut-être qu'on pourra vous en dire plus dans les prochains mois. Donc, si jamais vous voulez avoir plus de détails, ma recherche, comme vous disais, qui est disponible sur le nuage. Merci beaucoup, Marie-Christine. J'en profite pour vous rappeler, là, avant de passer à Marthe et Cynthia, là, que si jamais vous avez des questions, il y a toujours le clavardage que vous pouvez utiliser, là, puis on va y répondre. Si jamais vous avez des questions pour Marie-Christine, on pourra y répondre après la présentation de Marthe et Cynthia là, dans la période de questions à cet effet. Donc, je passe la parole à Marthe et Cynthia pour leur présentation. Alors, bonjour, vous m'entendez? Ça va? Alors, aujourd'hui, justement, je fais la présentation avec Marthe qui est à mes côtés. On est dans le même bureau. Alors, à tour de rôle, on va parler chacun notre tour. Et c'est pour ça, on va vous parler justement le travail en équipe pour l'étudiant, l'inclusion de tous les étudiants. Je vous fais un bref résumé du plan de la rencontre. Alors, pour commencer, on va parler de la cellule de réussite des étudiants ESH. Par la suite, clarifier le rôle de chacun. On va discuter justement des projets qu'on a pu faire avec les professeurs qui sont libérés ici à Garneau. On va vous parler aussi des effets des pratiques inclusives sur les services adaptés, les projets aussi qui sont en cours dans le cégep et nos bons coups. Et on va faire une brève conclusion. Je vais laisser la parole à Marthe pour la suite. Bonjour, ravi d'être avec vous. Merci de votre écoute. Je vais vous parler aujourd'hui de celle sur les étudiants en situation de handicap. Présentation d'aujourd'hui parce qu'il y en avait deux cellules de réussite, mais je vais vous parler aujourd'hui de celle sur les étudiants en situation de handicap. Donc, ça a commencé cette aventure à l'automne 2014. À ce moment-là, je n'étais pas encore au Cégep Garneau, mais on m'a raconté qu'auparavant, toutes les questions de réussite étaient travaillées par un comité de sages formés de directeurs, de profs, de professionnels, mais qu'à un moment donné, on a senti de structurer un peu davantage les choses, puis de donner un mandat clarifié pour qu'il y ait des objectifs d'atteint à chaque année. C'est à partir de ce moment-là que le Cégep Garneau a commencé à travailler avec des cellules sur la réussite. Puis, moi, j'ai eu le plaisir, à compter de janvier 2014, de collaborer à celle qui concernait les étudiants en situation de handicap parce que déjà au service adapté, il y avait une croissance très forte des demandes de services, puis on savait que ce n'était pas pour s'apaiser dans les mois, les années qui suivent. L'intérêt de cette formule en cellule, c'est qu'elle était vraiment multiservice. Alors, on avait là aussi bien une conseillère pédagogique, une conseillère en service adapté, des profs, pardon, un CPTIC, conseillère d'orientation, des gens de la formation continue. Donc, ça permettait d'avoir différentes perspectives, puis déjà de commencer à briser un peu les silos, chose qui est toujours souhaitable, mais qui n'est pas si évident dans une organisation comme un grand cégep, comme le Cégep Garneau.
Le travail de la cellule de réussite sur les étudiants en situation de handicap, donc, s'est amorcé en 2014-2015. À ce moment-là, on a vraiment été vers les professeurs pour voir quels étaient leurs besoins, parce que l'orientation qui a été donnée, c'est d'accompagner les professeurs, de les soutenir dans cet accroissement de la clientèle émergente. Ça nous a conduit en 2015-2016, pour répondre aux besoins exprimés, à construire une boîte à outils qu'on a mis en ligne à la dernière année de la cellule. On aurait pu penser que alors notre travail était terminé, mais au contraire, c'était le début d'une autre aventure. Mais avant d'arriver là, je veux juste vous montrer un peu ce dont il est question quand on parle de la boîte à outils des professeurs. Je vais partager mon écran. La version que vous avez là, c'est une version 2017 qu'on avait partagée lors du colloque de la QPC. L'idée, c'était de proposer en un seul endroit, chez nous, c'est sur l'intranet, l'information qui est pertinente pour les professeurs au regard de la question des étudiants en situation de handicap. Puis vous allez le voir tout à l'heure, ça nous a permis, en partant de là, de nous diriger davantage vers l'inclusion. Puis on va vous expliquer pourquoi on a commencé comme ça. Alors, on a toutes sortes de questions entourant le cadre légal qui sont quand même des préoccupations importantes pour les professeurs. Pour construire cette partie-là, on a eu le bonheur de croiser Ruth Filion sur notre route, qui a été très généreuse et qui nous a donné beaucoup de renseignements qui sont présentés ici. La section à propos des services adaptés, elle, présente des services adaptés comme tels, puis d'en collaborer pour favoriser la réussite. Si vous allez voir ça, vous allez avoir le lien de toute façon à la fin de la rencontre. Vous allez voir qu'on met une espèce de rosace des différents services parce que le travail de sensibiliser les professeurs à l'ensemble des services qui existent, c'est un travail en continu qu'on poursuit encore. Si vous voyez aussi un peu plus bas, il y a documentation sur des situations de handicap. Ici, c'est vraiment de l'information qui est issue du CCSI et qu'on a tout simplement rassemblée et mise à la portée des professeurs aisément. Du côté des ressources pédagogiques, on est parti là encore d'informations qui a été structurée par le CCSI, puis on l'a organisée à partir des besoins. Quand le professeur est devant sa classe, quel besoin est-ce qu'il remarque? À quoi est-ce qu'il souhaite répondre comme besoin? On a fait aussi un outil qui est vraiment un chiffrier Excel qui permet d'identifier si je veux mettre en place une stratégie puis que je veux qu'elle réponde à différents besoins. Ça permet de corréler le besoin et la stratégie pédagogique. Puis, il y a différentes stratégies qui ont été proposées au fil du temps par les professeurs. Fait que revenons à notre présentation, ce que je vais essayer de faire 100 heures. Ça va bien. Donc, tout à l'heure, Marie-Christine parlait de l'importance de clarifier le rôle de chacun, puis c'est quelque chose qui a vraiment été identifié assez tôt. Dès la deuxième année de la cellule, on a travaillé sur cet aspect-là. Je mentionnais tantôt qu'on a commencé par les étudiants en situation de handicap. C'est sûr qu'on était déjà conscient du fait qu'il y avait des étudiants allophones, qu'il y avait des étudiants sportifs, qu'en s'adressant aux besoins des étudiants en situation de handicap, c'est juste la pointe de l'iceberg d'une certaine façon, puisqu'il y a plein d'autres étudiants qui ont des besoins particuliers. Mais si on agit de la sorte, c'est bien entendu parce qu'il y a un cadre légal qui prescrit aux organisations, au cégep, de respecter les lois qui sont présentées, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur le sujet, dans la boîte à outils. Donc, on a clarifié ça, puis ça ne nous a pas empêché par la suite de cheminer plus loin. Ce qu'on voulait clarifier, c'est qu'il y a une relation triangulaire entre les étudiants, les professeurs, puis nous, les conseillers pédagogiques, on est évidemment en accompagnement aux professeurs, puis d'un autre côté, les services adaptés. Donc, ce qu'on voit, c'est que les services adaptés sont dans une relation de soutien aux étudiants en situation de handicap. Ils sont là pour proposer des stratégies, permettre à la personne de compenser son handicap, ses difficultés. Puis, c'est ça qui peut appuyer le prof dans le comment. Hein, comment est-ce que le prof peut faire en sorte de faciliter l'apprentissage de l'étudiant.
Les profs, eux, sont dans une relation pédagogique, sont là pour favoriser l'apprentissage des étudiants. Donc, c'est vraiment là qu'est leur responsabilité, puis ils peuvent enrichir leur regard du comment qui provient des services adaptés, d'où l'importance pour la partie pédagogique puis la partie services adaptés de développer une réelle relation de collaboration pour qu'on arrive à une compréhension globale des besoins de l'étudiant puis qu'on le soutienne vraiment dans les différents aspects de son apprentissage. Alors, si on résume ce qu'on a fait au fil des ans, donc depuis au départ, il y a eu une première année où les professeurs étaient libérés. Au départ, je pense que c'est l'annexe S028, maintenant c'est la S051. Il y a un certain nombre de TC qui sont accordés au Cégep Garneau. La première année, les professeurs, ils sont allés avec des projets départementaux. Il n'y avait pas de soutien d'offert à ces professeurs-là. La conseillère en service adapté, la conseillère pédagogique, on n'était pas dans le portrait à ce moment-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout eu de l'accompagnement individuel à ce moment-là, puis il y a peut-être eu des projets, mais il n'y a pas de traces qui ont été gardées parce que la structure n'était pas là pour accueillir ça. L'année dernière, en 2017-2018, il y a eu des projets départementaux. Puis, on a commencé une structure de rencontre, on a appelé ça notre communauté de professeurs, de pédagogie inclusive des professeurs, entre parenthèses ESH. Puis, on a commencé à ce moment-là à faire des rencontres, puis c'est là qu'on a commencé à se diriger vers la pédagogie inclusive. On a fait de la sensibilisation, puis, à la fin de l'année, on a fait un partage institutionnel sur les projets qui avaient été développés. Ensuite, en 2018-2019, il y a eu aussi cette année des projets départementaux. Cette année, on aura fait 10 rencontres à la fin de l'année, donc en accompagnement de ces professeurs-là. Puis, on a offert une certaine formation en pédagogie inclusive. Puis, on a aussi créé 3 groupes de discussion de sujets qui émanaient des professeurs. Donc, c'était vraiment le choix des professeurs de travailler les différents sujets qui ont été abordés. Alors, si je peux ajouter, Marc, là aussi, pour que vous ayez des chiffres, à l'automne 18, on a eu 30 professeurs avec nous qui ont travaillé en équipe, 30 professeurs libérés, environ un professeur par département. Et à l'hiver 19, en ce moment, on est avec 32 professeurs aussi qui représentent justement un professeur par département. Des fois, ça peut varier aussi jusqu'à 2 ou 3. Et chaque professeur, là, ils ont un nombre d'heures de libération. Ça peut vraiment être différent pour chaque professeur. Il y a des professeurs que ça peut être quelques heures par semaine jusqu'à d'autres professeurs qui ont de 2 à 3 jours, je pense, le maximum. Aussi, c'est important de savoir, quand on parle des projets, il y a eu plusieurs projets, autant Marthe on en a discuté un peu au départ. Au départ, c'est beaucoup dans les projets de l'aide individuelle avec les élèves. Il y a des professeurs qui ont continué aussi vers cette lignée-là, mais avec les rencontres aussi, il y a eu le partage d'expérience, là, qu'il y a des professeurs qui ont continué l'aide individuelle, mais qui ont aussi visé vers des projets, ce que je vais d'ailleurs vous parler. J'ai déjà le PowerPoint. Alors, si on parle un peu plus des professeurs libérés avec qui on a travaillé, pour commencer, je vais vous parler de la communauté de pédagogie inclusive des professeurs qu'on a fait avec eux. Marc l'a dit brièvement, il y a eu une sensibilisation, il y a eu des mini-formations par rapport à la pédagogie inclusive, ce qui a permis justement de pouvoir en discuter avec ces professeurs-là et les professeurs ont pu mettre en expérimentation des trucs qu'on leur avait donné, des suggestions, puis il y a eu un partage d'informations, qu'est-ce qui était réalisé en classe et qu'est-ce qui fonctionnait bien. Souvent, dans les craintes qu'on entendait, c'était la lourdeur de la tâche ou justement combien de temps ça va me prendre d'utiliser telle chose. Justement, on a eu des beaux commentaires positifs que finalement, ça pouvait justement moins alourdir cette tâche-là. Par rapport à ces groupes-là, justement, Marthe, avais-tu quelque chose à ajouter? Non? OK. Alors, par rapport à ces groupes-là, il y a eu des alternances en grand groupe et en petit groupe. À l'hiver 19, on a commencé en grand groupe avec les professeurs. On voulait aller vers les groupes de discussion. On a choisi les sujets avec eux. Il y a eu 3 groupes de discussion qui ont été choisis avec les professeurs. Justement, le sujet des rencontres individuelles. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en rencontre individuelle, mais se diriger aussi vers la pédagogie inclusive. L'engagement des
les étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport au fait d'engager les étudiants en classe. On a parlé beaucoup aussi justement de la sphère affective et aussi les étudiants ESH et les stages que Marie-Christine a parlé un peu plus tôt. Justement, on est dans la période test de nos groupes de discussion. On a fait un retour en groupe et ça fonctionne très bien. Les professeurs se donnent beaucoup d'informations entre eux, puis ça leur donne le goût d'essayer certaines choses en classe ou vis-à-vis les stages. J'ajouterais simplement que la perspective de ces groupes de discussion-là, c'est vraiment de développer quelque chose pour que ça conduise à une action en classe, pour que dans la classe, on fasse quelque chose ou dans les rencontres individuelles, il y ait des gestes de fait par les participants à ces communautés, à ces groupes de discussion. Pour poursuivre, justement, les professeurs en veulent plus, alors on va continuer dans un monde idéal pour l'automne 19 avec les groupes de discussion. On va peut-être en créer d'autres, là, on va voir d'ici la fin de session qu'est-ce qui en résume de tout ça. Justement, là, c'est très apprécié. Puis aussi, c'est important de mentionner qu'on parle de travail d'équipe. Il y a des professionnels qui accompagnent les professeurs dans les groupes de discussion. Alors, Marthe accompagne un groupe, j'accompagne un autre groupe et les CP aussi du Cégep Garneau font partie des groupes de discussion. Maintenant, aussi, dans un autre ordre d'idée, on a fait des rencontres avec les professeurs libérés, davantage à l'automne 18 et l'année dernière, qui étaient un peu pour répondre à leurs besoins, les questionnements qu'il y avait, qu'est-ce qu'on pouvait leur donner comme information aussi. En lien à répondre à leurs besoins, ils se demandaient souvent qu'est-ce que les étudiants étaient devenus suite à leurs études au Cégep Garneau, quoi que ce soit. Alors, on a invité un ancien étudiant du Cégep Garneau qui avait des problématiques de difficile et qui est venu parler de son parcours, comment ça a fonctionné pour lui au Cégep, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qu'il a apprécié des professeurs. Et il a fait aussi part de son parcours justement de carrière, qui est maintenant devenu avocat et fait du théâtre. Ce qui était bien apprécié des professeurs, car c'était concret pour eux, puis ils pouvaient visualiser qu'est-ce qu'en était quelqu'un 20 ans plus tard. Aussi, il y avait des questionnements par rapport à l'anxiété chez les étudiants. Alors, encore dans le travail d'équipe, on a invité une psychologue qui est du Cégep venir parler de l'anxiété, une mini-formation professeur d'environ 30 minutes pour venir parler de l'anxiété. Suite aussi à cette demande-là, on va inviter un travailleur social du Cégep Garneau à la fin de la session pour qu'il puisse venir parler du service psychosocial au Cégep. Aussi, c'est bon de démystifier qui peut faire quoi, quand un étudiant ne va pas bien, vers quelle référence on peut le guider. Alors, il va pouvoir venir nous en parler davantage. Je laisse la parole à Marthe, on est vis-à-vis, alors on se complète. Je veux souligner ici l'importance pour les professeurs de ne pas prendre sur leurs épaules des choses, des dimensions de ce qu'éprouvent les étudiants qui sont du côté du psychosocial, de rester dans le pédagogique, puis d'amener l'étudiant vers la ressource appropriée en cas de besoin. Pour continuer, justement, aussi, les professeurs nous ont fait part, nous, maintenant, justement, on n'indique plus les diagnostics sur nos avis aux profs. Alors, il y avait un peu besoin d'entendre parler de notre nouvel avis aux profs. Alors, j'ai donné une mini-formation d'une durée de 30 minutes avec nos professeurs pour expliquer quel était l'avis aux profs, que maintenant, on parle davantage des besoins persistants, que c'est suite à une rencontre de justification des besoins, quels sont les accommodements qui peuvent venir par la suite. Alors, j'ai vraiment donné le modèle de base qu'on a, puis expliqué clairement ce qu'il en était. Puis, je crois qu'ils ont apprécié, ils ont davantage compris, justement, c'est quoi la lettre au prof. Puis, j'imagine aussi dans un monde idéal qu'on va peut-être le présenter dans les départements. Ce qui est important de savoir aussi avec les professeurs qui sont libérés dans chaque département, on mise beaucoup sur la diffusion d'informations. Alors, les professeurs sont libérés, mais on leur donne en quelque sorte le mandat d'en faire part aussi aux gens dans leur département pour que l'information se diffuse assez rapidement. Sinon, on a parlé de la pédagogie que Marthe a avec. Encore, dans les projets, on a fait beaucoup de choses finalement dans les 2 dernières années. Les professeurs s'impliquent très bien. Il y a eu aussi des projets qui
qui n'étaient pas nécessairement en lien avec nos rencontres. C'est des professeurs qui ont, avec leur libération, qui ont fait des projets pour nos étudiants, justement, en lien avec leurs besoins. Comme on vous a parlé tantôt, ça peut être de l'accompagnement individuel, mais il y a pu aussi avoir de l'accompagnement dans les groupes de classe. Je vais vous en parler un peu plus tard. Là, on va vous parler de quelques projets spécifiques. Et si vous avez des questions un peu plus précises, là, je n'ai pas pu détailler tout ce qui se fait à Garneau là, dans les départements, mais ça va me faire plaisir de les partager avec vous. Avec ces rencontres-là aussi, on a vu l'aspect évolutif que, de un, pour les services adaptés, ça a été aidant pour nous de se faire connaître, de connaître justement la façon dont on justifie les accommodements, ce qui était souvent peu connu ou qui avait déjà des idées un peu qui pensaient que ça venait, on appelle ça le melting pot, là. Vraiment, ils ont compris qu'on s'en allait vers l'évaluation des besoins. Il y a eu une sensibilité par rapport à ça. Entre moi et Marthe aussi, nos rôles et tout. On était aussi beaucoup dans la sensibilisation de la pédagogie inclusive. Comme je vous ai dit tantôt, il y a des profs qui ont fait l'essai de certaines choses, qui en parlent en grand groupe. On est toujours dans ces rencontres-là aussi à la réponse des besoins des professeurs. Quand ils ont des questionnements, quoi que ce soit, Marthe et moi, on se rencontre par la suite, puis on va vers cette lignée-là. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'il y a eu beaucoup de concret aussi là, au travers ces années. Vers 2019-2020, ben, les profs aimeraient ça être accompagnés dans la planification d'un cours dans une perspective inclusive. Sont d'accord, ils ont l'intérêt, alors c'est sûr qu'on va miser sur quelques rencontres en lien avec ça. En termes de rencontres, Marthe, vous l'avez dit, là, c'est environ maximum 10 par session, mais par année. OK, désolée. Sinon, ben, quand je vous parle de concret, le prochain PowerPoint, oups, on le fait en même temps, c'est des projets que les professeurs ont fait là, hors rencontre, mais qui ont diffusé l'information dans nos groupes. C'est des professeurs, justement, qui avaient la vision de, ben, tant qu'à aider les étudiants, on va aider tous nos étudiants en classe. Alors, il y a des professeurs qui ont fait les stratégies d'études en groupe Pomodoro. Par exemple, en session d'examen en mathématiques, il y avait des professeurs disponibles dans un local pour faire la méthode d'étude Pomodoro avec les étudiants pour leur examen de mathématiques. Il y a eu des stratégies d'étude et de mémorisation qui ont été conçues par des professeurs de biologie. On vous a mis le lien YouTube que vous pouvez aller voir. Alors, suite à des lectures, ils ont fait une capsule vidéo justement pour aider les étudiants dans leur étude. Cette capsule-là a été présentée dans leur cours de biologie de première session. Il y a aussi eu des professeurs qui ont travaillé sur les travaux d'équipe. Alors, les outils de reconnaissance des forces et des défis de chacun des étudiants, ils les ont formés justement, c'est dans des techniques où il y a beaucoup de travaux d'équipe pour bien guider les étudiants en début de parcours, à savoir comment ça peut bien fonctionner dans les travaux d'équipe. Et aussi, il y a eu les stratégies de recrutement pour nos étudiants, car comme vous le savez, c'est confidentiel. Nous, d'emblée, on ne donne pas de liste quel étudiant fait partie de nos services. Il y a des professeurs qui voulaient miser un peu plus sur l'aide individuelle avec les étudiants des services adaptés. Alors, ils ont trouvé des stratégies comment recruter nos étudiants. Alors, par rapport à l'effet des pratiques inclusives sur les services adaptés, ben, justement, il y a eu une meilleure compréhension des besoins des étudiants, les besoins persistants versus le diagnostic. Justement, lors de la dernière rencontre avec les professeurs, puis l'explication de la vie aux profs, je pense que ça les a encore de plus en plus sensibilisés. Puis je pourrais vous dire qu'on prend environ 15 à 30 minutes là, pour faire part de la réalité des services adaptés avec ces professeurs libérés-là. En lien avec la pédagogie inclusive, justement, ce qu'on expliquait aussi aux professeurs, c'est que ça répond au schéma de réponse à l'intervention, que l'inclusion, ça répond à 80% des besoins. Ça ne veut pas dire qu'un étudiant qui n'a pas de diagnostic n'aura pas de besoin particulier en classe. Ça se peut même qu'il y ait un diagnostic qui ne soit pas déclaré. Il y a certaines difficultés. Alors, quand les professeurs peuvent pratiquer la pédagogie inclusive, ben, ça répond à une grande majorité de leurs étudiants. On sait qu'il y a un 20% justement des étudiants qui auront besoin des accommodements. On demeure disponible pour ça et les services adaptés aussi demeurent disponibles pour donner des suggestions de pédagogie inclusive. Voici le petit tableau là, du modèle intervention à 3 niveaux. Ça va être autour de Marthe, ça ne sera pas long.
Donc, il y a d'autres projets en cours dans le cégep qui contribuent donc à ce qu'il y ait une espèce de culture d'accueil à la diversité qui se développe. Il y a entre autres cette année un comité de co-développement professionnel en pédagogie inclusive. Ça regroupe jusqu'à 16 professionnels d'horizons variés. Fait que l'idée, c'était, bon, OK, on développe le regard des professeurs concernant la pédagogie inclusive, mais il faudrait aussi qu'ailleurs dans le cégep, ça se passe. Alors, c'est la solution qu'on a trouvée. C'est animé par une nouvelle collègue qui est arrivée cette année, une conseillère pédagogique en pédagogie inclusive qui s'appelle Sonia Lapointe et qui fait un excellent travail. Puis, je co-anime ça avec elle. Puis là, la formation est quand même assez avancée. Donc là, on est à développer des stratégies de co-développement que peut-être on pourra partager aussi avec les professeurs. On a donc recruté dans ce groupe-là 2 professionnels pour chacun des 3 groupes de discussion qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, c'est chouette parce que ça assure encore là une cohérence entre les professionnels, quel que soit leur horizon, et les professeurs, le côté pédagogique. On a aussi offert des formations en pédagogie inclusive, en formule midi pédago, puis on l'a fait aussi, je ne l'ai pas identifié ici, mais on l'a fait aussi en journée pédagogique, si bien qu'aujourd'hui, on a plus de 150 professeurs qui ont été initiés à la pédagogie inclusive depuis août 2018. Fait qu'on est quand même content, puis ça se sent dans l'ambiance, quand on parle aux professeurs, il y a un accueil qui est différent de ce qu'il était en début d'année scolaire. Donc, on a bien progressé de ce côté-là. On a fait un essai avec un Moodle parce qu'on souhaitait regrouper l'information à la fois des comités, hein, le regroupement de professeurs, le comité de co-développement, puis on voulait que les gens aient accès à, par exemple, l'information de base sur la pédagogie inclusive, la CUA et tout ça. Alors, on a mis en place un Moodle, mais ça s'est avéré trop touffu, un peu confus, et on cherche encore une nouvelle solution, là, quelque chose de plus simple. Peut-être qu'on va ajouter une nouvelle branche à notre boîte à outils. C'est quelque chose auquel on réfléchit en ce moment. On est heureux de partager quand même quelques bons coups. D'abord, je pense qu'une des retombées très concrètes, c'est vraiment une meilleure compréhension du travail des services adaptés. C'était très chouette lors de la dernière rencontre. Il y a des professeurs qui témoignaient du fait qu'en ayant communiqué avec leurs techniciens en éducation spécialisée, ils avaient réussi à résoudre des difficultés qui se présentaient pour eux en classe. Et des conseillers pédagogiques sont de plus en plus aussi formés à favoriser cette relation-là, puis à y contribuer. Le travail est fait beaucoup plus dans une perspective inclusive. C'est intéressant parce que ça permet aux professeurs de miser sur ce sur quoi ils ont une prise, de ne pas avoir le sentiment qu'ils sont impuissants. Puis, tu sais, dans le fond, si on didactise un cours, si on réfléchit à la structure pédagogique qu'on va donner aux choses, bien, on a plusieurs possibilités quant à la façon de faire les choses, ce qui fait que si on ajoute l'élément inclusif, bien, ça alourdit pas nécessairement la tâche, mais ça nous conduit à voir les choses dans une perspective différente. Ça a permis aussi, autre corrélaire intéressant, de développer une culture d'innovation pédagogique. Des fois, les gens, au départ, il y a une crainte d'essayer des choses. Ah, si ça ne fonctionne pas, je ne suis pas suffisamment sûre de mon coup. Alors, on a décidé d'encourager les gens à apprendre en marchant. Tu sais, au fond, on va essayer des choses, puis on va tirer profit de ce qu'on apprend dans ce qui marche, puis dans ce qui ne marche pas. Alors, il y a vraiment une progression au regard de cette attitude. Il y a aussi eu un développement d'une culture de partage parce que dans les groupes de discussion, par exemple, qu'on fait cette année, bien, on va faire une activité de partage à la journée pédagogique de fin d'année. L'année dernière, à la fin de l'année, on avait fait ce qu'on avait appelé un PED Talk et on avait invité les professeurs qui avaient développé des projets à partager leur vision, leur solution pédagogique avec des collègues. Puis ça a connu quand même un bon succès. Ça a été vraiment intéressant. Il y a aussi, évidemment, une sensibilisation accrue face aux pédagogies inclusives qui se développent.
Puis, tout ça, bien, ça conduit à avoir des relations beaucoup plus harmonieuses entre les services adaptés et le pédagogique. J'inclus dans ça les professeurs, les CP, les API aussi. Donc, tous les gens qui contribuent au cheminement scolaire ou à la pédagogie des programmes. Donc, en conclusion, notre plus grande richesse, c'est vraiment d'avoir créé un climat de collaboration pour la réussite. Puis, c'est sûr que ça nous a conduit à briser les silos. Entre autres, c'était magnifique quand on travaillait avec les professeurs dans la communauté de profs. Il y en avait plusieurs qui n'avaient jamais été en relation de discuter de leur pédagogie avec des profs d'un autre programme, d'un autre département. Et donc, ça a vraiment ouvert des choses. Puis, c'était intéressant, je pense, pour le sentiment d'efficacité aussi des professeurs qui voyaient que, leurs idées pouvaient être enrichies par leurs collègues, puis qu'ils étaient aussi en mesure de contribuer à une vision constructive de la pédagogie. Alors, c'est ça, c'est de collaborer vraiment ensemble, puis d'essayer de dépasser les cloisons qu'on a souvent dans notre esprit et qu'on peut dépasser si on le veut bien. En terminant, je veux juste souligner que le colloque de la QPC cette année, vous savez peut-être, se tiendra du 5 au 7 juin à Rimouski. J'ai la fiche devant moi, c'est pour ça que je regarde vers l'horizon. Alors, la thématique cette année, c'est Horizon pédagogique, cap sur la diversité. Il y aura plusieurs ateliers qui tourneront autour de la question de la diversité, comment est-ce qu'on peut accueillir cette diversité-là. Entre autres, le rendez-vous de la QPC qui tournera un peu autour du même sujet que ce qui est abordé aujourd'hui. Puis, je souligne aussi que l'édition estivale de pédagogie collégiale portera aussi sur la question de la diversité. Donc, ce sont deux belles ressources là, dont tout le monde on pourra tirer profit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marthe et Cynthia. Donc, on va passer à la période de questions. J'aurais une première question qui va s'adresser à l'ensemble des panélistes. En fait, vous avez discuté, on a discuté de plusieurs projets là, qui sont mis en place dans vos établissements respectifs, dans lesquels vous collaborez souvent en duo CSA, conseiller en services adaptés ou conseiller aux étudiants en situation de handicap et conseiller pédagogique. Au moment où vous vous impliquez dans le projet, que vous présentez aux enseignants ou aux professeurs, comment vous expliquez vos rôles respectifs ou comment vous expliquez votre apport dans le projet en question, là, compte tenu de votre rôle ou compte tenu du fait que vous êtes là en duo? Ben, moi, je peux peut-être débuter. Dans mon cas à moi, ben, vous avez vu que je suis aussi chargée de cours, donc c'est sûr que ça vient donner un peu de crédibilité en plus de mon rôle de conseillère pédagogique parce que je dois moi-même mettre en place des stratégies pédagogiques inclusives. Donc, c'est quand même assez facile dans mon rôle à moi de prendre mon chapeau de chargée de cours et de conseillère en pédagogie inclusive à ce moment-là. Puis avec ma collègue, on a quand même établi entre nous deux une frontière de fonction. Donc, j'ai quand même tenu le rôle de conseillère pédagogique, conseillère en service adapté pendant 7 ans. Donc, rôle que je ne tiens plus. Donc, c'est à moi à garder mon rôle de conseillère pédagogique et à laisser celui à ma collègue au niveau des services aux étudiants en situation de handicap. Mais on a eu à se positionner là-dessus, elle et moi, et on fait un très beau travail de collaboration. Mais je pense que d'être encore chargée de cours me permet là, d'expérimenter moi-même. Puis ça vient donner aussi peut-être du poids à ce que je peux dire à mes enseignants. Là. Merci beaucoup. Est-ce que Marthe et Cynthia, vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, c'est sûr que la collaboration se fait au fur et à mesure. Les choses, on les a créées en marchant, comme je le disais tout à l'heure, mais on a cherché à être toujours en contact au moment de prendre des décisions. Si je pense, par exemple, à toute la question des stages qui était soulevée par Marie-Christine comme étant un défi important, on le vit ici aussi, puis on est loin d'avoir parcouru tout le chemin qu'il y a à parcourir. Et c'est quelque chose qui se travaille vraiment en équipe, là encore. C'est vraiment notre façon de faire que le pédagogique entende la vision des services adaptés et l'inverse aussi.
Je vais ajouter un petit point aussi. Comme je vous ai mentionné tantôt, en début de rencontre avec les professeurs libérés, on est tout le temps à l'écoute de c'est quoi leurs besoins et tout. Alors, justement, ça permettait de parler du rôle de CP, parler du rôle des services adaptés, puis qu'est-ce qu'il y avait une cohésion aussi ensemble. Alors, c'est beaucoup aussi avec les demandes des professeurs qu'on a clarifié nos rôles et le partage d'informations. On est vraiment le trio ensemble. Je dirais simplement que le triangle qu'on vous a présenté, on l'a promené un peu partout, hein, que ce soit la commission des études aux rencontres de CDRP, du côté des services adaptés aussi. Alors, il y a une sensibilisation qui s'est faite à plusieurs niveaux. Merci beaucoup. On a une autre question d'une participante qui nous demande, qui vous demande en fait dans votre établissement, là, qui est le porteur de la pédagogie inclusive? Est-ce que c'est davantage les CP ou les conseillers en services adaptés? Un prof qui a besoin d'informations à ce sujet-là, il se tourne vers qui en premier lieu? Est-ce qu'il va voir les conseillers pédagogiques ou est-ce qu'il va voir les conseillers en services adaptés? Alors, nous, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a une conseillère en pédagogie inclusive dont la mission était de former les professionnels, entre autres les conseillers pédagogiques, en pédagogie inclusive pour que chacun de ces conseillers pédagogiques-là soit en mesure de répondre aux besoins des profs qui sont dans les programmes ou les départements dont ils ont la charge. Alors, ça passe beaucoup par, puis on a offert des formations comme je le mentionnais, en midi pédago ou en journée pédagogique. Alors, c'est sûr que les professeurs, normalement, s'ils ont un besoin pédagogique, ils vont se tourner vers leur conseiller pédagogique, celui qui est associé à leur programme. Mais tout ça n'est pas fermé. Ça arrive qu'il y ait une intervention de la conseillère en pédagogie inclusive ou alors que ça passe par les services adaptés, que ça revienne au CP parce que les gens des services adaptés se disent « Oh, là, c'est peut-être davantage une question d'ordre plus pédagogique. » Alors, voilà, ça peut varier, fait qu'il y a une ouverture là encore. Mais dans notre vision à long terme, ce serait les conseillers pédagogiques au programme et les autres conseillers pédagogiques, les CPétiques, et les autres conseillers pédagogiques qui sont en relation avec les professeurs, qui seraient désignés pour répondre aux besoins des professeurs. Dans mon cas, je suis la seule conseillère pédagogique ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai un collègue qui est conseiller pédagogique, mais au niveau des technopédagogies. Je vous dirais, comme Marthe, c'est beaucoup un travail de collaboration avec ma collègue Ève. Il y a différentes portes d'entrée, mais c'est certain qu'officiellement, c'est moi qui suis porteuse dossier de la pédagogie inclusive avec la collaboration des autres professionnels, c'est certain. Comme c'est nouveau, comme je vous dis, on n'a pas une grosse équipe pour le moment, mais on travaille fort avec les formations qu'on donne aux enseignants. Et c'est certain que les enseignants en parlent de plus en plus à leurs collègues. Et il n'est pas rare que j'ai des interrogations ou des questions de la part des gens qui ont participé à mes formations pour des collègues de travail aussi. Donc, graduellement, on est en train de contaminer positivement nos équipes de travail. Nous avons une autre question d'une participante là, qui nous demande de donner peut-être un exemple d'une stratégie pédagogique qui a été travaillée, soit dans un ou l'autre de vos projets, puis comment vous avez accompagné justement les professeurs ou les enseignants à développer cette stratégie-là, à voir un peu les résultats de tout ça. Je vous invite à aller voir la capsule qui est présente dans notre PowerPoint. On voit là que les professeurs de l'équipe de biologie se sont questionnés sur les stratégies d'études efficaces. C'est un sujet qu'on avait abordé aussi lors de rencontres. Puis, ils ont été très dynamiques, ces professeurs-là. Ils avaient formé un genre de club de lecture. Alors, dans ce cas-là, ils ont été très autonomes dans la production de ce matériel-là. Dans le cas, par exemple, des formations qu'on offre en pédagogie inclusive, on a des petites cartes ici qui sont des inspirations pédagogiques inspirées de la CUA pour que les professeurs puissent dire, bon, OK, d'accord, si j'ai un défi au regard de telle question, je peux réfléchir en m'inspirant de ça.
Évidemment, dans ces formations-là, puis dans l'accompagnement qu'on donne, il y a des choses de base. Hein, ça revient constamment de la police sans sérif, un fond clair pour les présentations, pour les notes de cours. Et je pense que le travail le plus concret qui est en train de se faire en ce moment, c'est aussi sur toute la question des stages. Comment on fait pour accompagner les personnes qui sont en situation de handicap au regard de la divulgation des informations, au regard du travail en amont. Alors, et chacun des groupes de discussion est le lieu pour discuter aussi de stratégie. Moi, je suis par exemple associée à un groupe qui réfléchit sur comment favoriser l'engagement des étudiants dans leurs études, puis il y a des outils qui vont émerger de ça à la fin de l'année, puis qui vont pouvoir être partagés avec l'ensemble de la communauté, puis c'est le cas pour chacun des groupes de discussion. De notre côté, je pourrais plus vous parler peut-être de pratiques inclusives pour avoir un exemple concret. Depuis que je suis ici à l'université, je travaille beaucoup sur la transformation du plan de cours pour que celui-ci soit plus inclusif et accessible. Donc, on donne des ateliers formation main sur les touches où on montre concrètement aux enseignants comment transformer leur plan de cours PDF statique, biblique, qui est vu une fois en début de session pour le rendre un outil accessible et essentiel à l'étudiant. Un exemple concret, donc nous, on utilise la plateforme Moodle, donc avec l'activité page, donc on rend le plan de cours beaucoup plus dynamique en mettant des liens, en mettant des photos, en parlant de vidéographie pour les enseignants, donc avec nous, on utilise Screencast-O-Matic, donc aux enseignants de faire des vidéos pour que ça soit plus accessible, vidéos sous-titrées et tout ça. Donc, c'est, je vous dirais, un gros dossier et de plus en plus d'enseignants ont des plans de cours dynamiques et inclusifs là, à proposer aux étudiants. L'intervention de Marie-Christine me fait réaliser que notre projet l'année prochaine avec les professeurs libérés, c'est vraiment de travailler la planification d'un cours de leur choix, évidemment. Alors, bien sûr, on part d'une conception plus générale pour aller vers une application concrète dans la pédagogie des professeurs. Merci beaucoup. Une question aussi qui est venue d'une des participantes, c'est auriez-vous une référence qui va en profondeur à propos de la CUA, donc la conception universelle des apprentissages? Dans le clavardage, ma collègue Lucie du CAPRES a intégré un lien sur à propos du dossier qui mène au dossier sur la conception universelle des apprentissages qui a été fait par le CAPRES. Je ne sais pas si les panélistes voulaient peut-être ajouter des outils ou des références qu'ils utilisent régulièrement là, par rapport à la CUA, si vous en avez à partager de vive voix. Ben, je dirais l'ensemble de l'œuvre qu'on trouve sur pcua.ca. Il y a énormément de matériel de ce côté-là. Puis, du côté anglais, évidemment, il y a CAST qui, aux États-Unis, produit énormément de choses et c'est très abondant sur le web. Merci beaucoup. Marie-Christine, est-ce que ça allait dans le même sens? Excellent. Peut-être une dernière question qui est quand même assez spécifique, qui vient d'une des participantes qui nous dit que les stages sont en effet un gros défi, car en sciences infirmières, il n'est pas possible de fournir plus de temps dans les stages car les soins aux patients sont le plus souvent urgents. Avez-vous des informations par rapport aux stages où il est difficile de leur accorder du temps supplémentaire? Donc, des exemples de situations que vous avez vécues, des situations problématiques dans ce sens-là, qu'est-ce que vous avez pu emmener comme solution ou comme accompagnement? J'ai deux choses à ajouter par rapport à ce sujet. Justement, ici à Garneau aussi, il y a les soins infirmiers. Alors, en ce moment, nous allons en observation dans les milieux de stage à comprendre un peu plus la réalité, autant en soins infirmiers. Idéalement, on aimerait ça le faire dans la plupart des techniques, ce qui va nous permettre un peu de faire de la prévention, aussi comment faire pendant le pendant et le après. Alors, en ce moment, là, on est en train de recueillir les observations par rapport au milieu pour trouver des bonnes pistes d'intervention.
Aussi, en collaboration avec Sonia Lapointe, Marc vous en a parlé tantôt un peu, on est en train de préparer un document justement sur les stages pour les étudiants vivant des difficultés en stage. On ne parle pas seulement de nos étudiants. Quand on parle d'inclusion, on parle de tout étudiant. Il peut y avoir plusieurs problématiques en stage. Alors, nous sommes en train de créer le guide Garneau par rapport à ça qui va être finalisé un peu plus tard au printemps. Peut-être juste ajouter, ben c'est certain qu'Alexandre, il y a quand même les documents que le CCSI produit déjà sur l'accompagnement en stage. Vous vous promenez dans plusieurs cégeps pour en parler et en faire la promotion. Donc ça, c'est déjà un bon départ. Et c'est certain qu'au niveau des étudiants, entre l'utilisation de l'accommodement en situation de stage ou une fois rendu sur le marché du travail, c'est certain que c'est un gros travail d'accompagnement, d'étayage aussi. Hein? Donc l'accommodement en situation d'apprentissage, des fois, peut être diminué au fur et à mesure. On donne toujours le fameux exemple du RCR. Il est évident qu'on ne donnera pas de temps supplémentaire à un étudiant pour faire le RCR à quelqu'un parce que la personne elle va être décédée. Hein. Donc, c'est toujours le meilleur exemple que l'on donne, mais on peut accompagner l'étudiant à développer ses compétences pour en venir à faire la manœuvre dans le temps réglementaire. Fait que c'est effectivement la question qui revient très, très souvent lors de nos accompagnements en stage. Je ne sais pas, Alexandre, peut-être de votre côté, vous avez d'autres démarches là, par rapport à l'accompagnement en stage? Oui, effectivement, ben, merci de le ramener. C'est effectivement un sujet qui nous touche beaucoup, sur lequel on fait de la formation, sur lequel on fait des suivis. C'est l'accompagnement de ce côté-là des établissements évolue beaucoup dans le sens où on essaie plutôt de trouver de plus en plus des moyens créatifs de répondre aux besoins dans les milieux de stage sans nécessairement passer par les accommodements traditionnels qui, des fois, ne sont juste pas compatibles avec les milieux. Puis, dans le cadre de nos formations, on donne souvent en exemple l'accommodement d'échelonner le stage ou d'alléger le stage qui, pour les futurs enseignants à l'université, n'est pas nécessairement possible parce qu'ils doivent prendre en charge un nombre X de classes pour un temps déterminé. Puis, avec l'accompagnement avec l'enseignant attitré, c'est pas toujours évident de pouvoir allonger le stage sur une longue période de temps. Donc, il y avait des établissements qui avaient trouvé un moyen créatif de dire, bon, ben, les outils de réflexion, eux, peuvent venir après la période de stage. On va alléger la charge de travail de cette manière-là, mais le futur enseignant va quand même faire la planification, va quand même faire la prestation de cours comme prévu. Sauf que, bon, ben, en enlevant comme tous les travaux réflexifs et ces choses-là, en les mettant plus tard dans la session, ben, ça va faire en sorte que la personne elle va pouvoir pleinement se concentrer puis répondre aux besoins qu'elle a justement d'alléger ses heures de stage à cause de difficultés marquées là, qui sont très spécifiques. Donc, c'est juste un exemple d'un accommodement qu'on dirait peut-être plus créatif, qui n'est pas nécessairement juste dans la diminution des heures, mais qui va répondre aux mêmes besoins, mais autrement. Donc, c'est encore une offre de formation qu'on envoie là, aux différents établissements si jamais c'est un besoin qui se présente de votre côté, de traiter de la situation des accommodements du soutien aux étudiants en situation d'handicap en milieu de stage. Ça conclut pas mal le webinaire d'aujourd'hui. Je veux remercier les panélistes là, qui ont fait un excellent travail de présentation. Je remercie aussi le CAPRES de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter comme ça dans le cadre de webinaires des enjeux qui, on pense, touchent bien des établissements. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Lucie Charbonneau. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à toi, Alexandre. Merci aussi aux 3 panélistes. Je pense que vos exemples étaient très, très concrets. Puis, j'ai beaucoup aimé les pratiques qui étaient très globales puis qui amenaient tous les partenaires, tous les acteurs dans l'établissement à mettre, à participer puis à bien comprendre la CEA puis à voir comment ils peuvent améliorer les choses aussi, chacun dans leur secteur. Donc, c'était des beaux exemples de collaboration. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de préparer vos présentations et de les rendre aussi claires et limpides pour les participants. Dans quelques minutes, bien, merci aussi aux participants d'avoir été
été présents pour écouter, pour vous documenter aussi sur la question. Vous allez recevoir dans quelques instants un courriel avec beaucoup d'informations, les liens vers toutes les ressources qui ont été mentionnées pendant le webinaire, ainsi que vers les présentations des panélistes. Un petit mot sur nos prochaines activités. On commence, on commence, mais on va bientôt publier le dossier sur les étudiants internationaux. Donc, on parle d'inclusion, mais à un autre niveau. Nos prochaines activités vont se faire en personne. J'ai très hâte de voir les gens en vrai. C'est toujours agréable. Donc, on sera à la QPC au colloque mentionné par Madame Giguère, au rendez-vous de la réussite qu'on prépare en collaboration avec ECOBS et le Carrefour de la réussite. Et on sera également à l'ACFAS sur cette thématique-là aussi. Entre-temps, ben, vous pouvez toujours vous inscrire à notre infolettre, puis pour connaître les prochaines activités. Il est possible qu'il y ait d'autres activités l'an prochain en collaboration avec le CCSI. Dans le sondage que je vous envoie tout à l'heure, vous pouvez évidemment donner votre appréciation, mais s'il y a aussi des thématiques précises qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on traite dans le cadre de nos webinaires puis qui n'ont jamais été faits, c'est la bonne place pour nous les proposer. Vous pouvez aussi écrire soit au CCSI, soit au CAPRES, puis ça nous fera plaisir d'y réfléchir. Donc, merci à tous pour votre présentation, votre participation aujourd'hui, puis au plaisir de vous revoir bientôt.